Salut les topiens, il est enfin là, enfin presque, il ouvre exactement dans moins de 20 jours, à peu près au moment où j'ai publié cette vidéo. Je parle bien sûr du World of Frozen, pas celui de Disneyland Paris, mais celui de Hong Kong Disneyland, puisque c'est le tout premier à ouvrir parmi les autres World of Frozen qui sont construits à travers le monde, dont un à Disneyland Paris et un autre à Tokyo DisneySea. Mais en fait, ça y est, toutes les images du land sont sorties puisque le land est actuellement en soft opening. Il est possible de parcourir les différentes attractions, divertissements, d'entrer dans les boutiques, bref, de découvrir l'univers du land. Et donc ça permet de comprendre quelles sont les spécificités du land de Hong Kong, parce que j'ai d'ailleurs compris quelques petites choses que nous on aura en plus, que eux auront en moins, ou vice versa. En l'occurrence, c'est plutôt eux qui ont un peu plus d'expérience que nous, mais pas sur tous les aspects, vous verrez. Et puis ça permet de clairement mieux se projeter sur ce qu'on a en commun, c'est-à-dire l'attraction principale, Frozen Ever After, les allées principales du land, et ça permet aussi de se faire rêver puisqu'il n'y a toujours pas de date d'ouverture de notre World of Frozen à Disneyland Paris. Pour rappel, le World of Frozen à Hong Kong Disneyland, il ouvre le 20 novembre, et donc partout sur les canaux officiels de la destination fleurissent des images du land, de jour comme de nuit. Le land est divisé en fait en deux parties. D'un côté, le royaume d'Arendelle qui comprend l'attraction principale, Frozen Ever After. Dans cette partie-là, on peut aussi intégrer le château d'Arendelle, qui est en fait un simple élément de décor dans cet univers. D'ailleurs, premier point de différenciation chez nous, un espace de rencontre avec les personnages. C'est pas le cas ici dans la version Hong Kong et vous allez comprendre pourquoi juste après. Et puis vous avez une deuxième zone qui est la forêt d'Arendelle. Dans cette forêt, vous avez la fameuse attraction Wanderin Oaken Slidey Slade, le petit coaster familial. Et puis vous avez un autre divertissement, une sorte d'espace de rencontre avec les personnages, même si c'est plus considéré comme un spectacle, un divertissement qui s'appelle Playhouse in the Wood. Bien entendu, dans le World of Frozen, vous avez aussi des boutiques, dont une qui sera aussi disponible à Disneyland Paris. C'est un magasin de jouets qui accueille les visiteurs une fois qu'ils ont parcouru l'attraction Frozen Ever After. Et puis vous avez aussi des espaces de restauration, dont Northern Delight. Vous avez également Golden Crocus. Donc voilà pour ce qu'il y a en gros dans le land. Maintenant, on va se plonger dans le détail, on va regarder des images ensemble, mais d'abord, on va se rappeler la storyline principale du land. Les événements se passent entre La Reine des Neiges 1, le premier film, et les événements de La Reine des Neiges 2 n'ont pas encore eu lieu. Cependant, j'ai reconnu que dans la BGM du land étaient parfois jouées des musiques évidemment du deuxième film. Et pour l'instant, les événements du deuxième film ne se sont pas produits. Et même s'il est possible de croiser les personnages dans certaines tenues du deuxième film, en réalité, dans la storyline principale et dans les attractions, vous êtes à la fin du premier film. Et un peu comme dans le Avengers Campus, il y aura sans doute un multiverse qui permettra de croiser les personnages de toute la saga, puisque vous savez, on attend déjà un troisième Frozen, actuellement en cours de production. À noter aussi que le land évolue juste après les événements d'un autre moyen-métrage qui s'appelle Frozen Fever, qui traitait là plutôt de l'univers du printemps. Là, en fait, on est ici en été, juste avant, d'ailleurs, les événements du dernier moyen-métrage de La Reine des Neiges, qui lui traitera de l'univers de Noël et qui sera sans doute utilisé pour les saisons. Bref, c'est l'été au royaume d'Arendelle. Le royaume a retrouvé la paix, la stabilité. C'est pour ça, d'ailleurs, que les toitures du château d'Arendelle sont enneigées et glacées, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, à Tokyo DisneySea, où la toiture, en fait, garde son apparence d'origine avant les événements du premier film. Et c'est une journée de célébration, donc un peu partout dans la ville, il y a des bannières, il y a des fanions qui flottent. C'est la célébration de la neige en été. Une journée où pendant laquelle Elsa va faire tomber un peu de neige sur tout le royaume et où les visiteurs sont conviés exceptionnellement à se rendre dans le château de la Reine des Neiges, le palais de glace de la Reine des Neiges, là où Elsa attend les invités pour leur faire une surprise. Et là, vous comprenez donc que c'est le début de la storyline de l'attraction Frozen Ever After que nous, on a à Disneyland Paris. Alors, j'ai regardé un peu les images de Frozen Ever After. C'est vrai que le ride est extrêmement similaire à l'attraction qui existe déjà, et ce depuis quelques temps, à Epcot, une attraction qui elle-même avait été réhabilitée dans le pavillon norvégien. Ce qui change, en réalité, c'est la file d'attente. La file d'attente est beaucoup plus grande, les espaces sont plus grands et plus thématisés dans la partie file d'attente. À un moment donné, les visiteurs peuvent même passer dans l'atelier du Ice Master, celui qui délivre la neige et qui la revend au royaume d'Arendelle. Ça, c'est une référence à la toute première scène du tout premier film, lorsqu'ils sont en train de creuser dans la glace et on voit tous leurs instruments qui apparaissent d'ailleurs dans cette première séquence. Et plus on avance dans les allées de la queue, plus on comprend que la nuit est en train de tomber. Donc la storyline se déroule aussi de nuit. Et on peut donc enfin quitter le royaume d'Arendelle par l'eau, donc à proximité du port, pour rejoindre le palais de glace et la fameuse surprise de Elsa. Et une fois à l'intérieur du ride, je vous avoue que j'ai pas grand chose de particulier à dire parce que le ride est très similaire à celui d'Epcot, si ce n'est que certaines scènes sont placées à gauche plutôt qu'à droite. Vous le savez, la grosse différence à Hong Kong Disneyland et à Disneyland Paris, c'est que les audio animatronics n'utilisent pas le principe de la projection sur les visages, et donc c'est le retour des audio animatronics avec du latex, parce que l'effet avait effectivement déçu, notamment sur ce ride-là à Epcot. La première scène démarre avec Olaf et Sven qui invitent les visiteurs
à avancer dans la forêt pour retrouver Elsa, qui prépare une surprise pour les visiteurs. Et puis c'est le début d'un long périple où les personnages nous rappellent un peu les événements du premier film, l'histoire entre les deux sœurs. Pendant tout le parcours, d'ailleurs, les personnages interprètent les musiques emblématiques du premier film surtout. Parmi les musiques interprétées, il y a Je veux fêter ce renouveau, il y a bien sûr Let It Go, et pour conclure l'attraction, et c'est normal, il y a In Summer, puisqu'on est en été et qu'on fête du coup la neige en été. Pendant tout le parcours, on sent l'idée du festival, de la fête, les personnages nous accompagnent un peu avec leurs instruments de musique, leur équipement pour aller en montagne, un petit peu enneigé. Et puis le climax de l'attraction, c'est lorsqu'on entre dans le palais de glace d'Elsa, que celle-ci est en train d'interpréter Let It Go, et que par la force de sa magie, on est propulsé en arrière pour retourner dans le monde d'Arendelle. Mais entre-temps, on se fait attaquer par le monstre des glaces qui déclenche notre chute assez rapidement vers le royaume d'Arendelle. Il y a donc deux chutes, une en arrière qui est toute légère, une en avant qui est un peu plus rapide et haute. Et puis vous voyez que c'est aussi une attraction qui comprend beaucoup de projections. C'est un peu un reproche qui est fait à l'attraction, des scènes trop vides, trop de projections, pas assez d'audio animatronics. Le souci sur cette attraction, c'est que les audio animatronics utilisés ne sont que des personnages principaux. Et une fois que le bateau est revenu à Arendelle, c'est la fête, c'est le feu d'artifice. On reconnaît là les toitures enneigées du royaume et comme je vous le disais, les personnages chantent In Summer et pour l'occasion, les personnages portent d'ailleurs un costume pour rappeler donc qu'on est bien en été. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la sortie de l'attraction se fait donc par la fameuse boutique de produits dérivés TikTok Toys and Collectibles. C'est une façade rouge et cette boutique est connue pour vendre les meilleurs produits du royaume, les meilleurs jouets du royaume. C'est une boutique qui est très appréciée par Anna Elsa puisqu'elle est à proximité du château. Le château qui, comme je vous le disais, ici, dans cette version-là du World of Frozen, ne va pas comprendre l'espace de rencontre entre Anna et Elsa, en tout cas je ne crois pas. Il y a un flou à ce sujet que j'essaye un peu de comprendre. Chez nous, derrière le château du royaume d'Arendelle, va être construit une sorte de show building pour en principe accueillir un point de rencontre entre Anna et Elsa au sein même du château, ou en tout cas un espace scénique peut-être aussi. Ici c'est pas le cas parce que vraisemblablement cet espace est à un autre endroit du land. Donc le château ici sert simplement de décor et on ne peut pas vraiment y entrer. Sur ce point-là, je vous avoue qu'il y a un flou, hein. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, j'essaie de comprendre en fait. En tout cas, dans le communiqué de presse, il n'est jamais mentionné qu'il y aura quelque chose en particulier au niveau de ce décor et donc qu'il s'agit simplement d'un décor. En revanche, vous le savez, le World of Frozen contient un décor et une attraction que nous, on n'aura pas à Disneyland Paris et je vous propose qu'on regarde maintenant de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'une forêt dont l'attraction principale s'appelle Wandering Hawkins Sliding Sleigh. Le but là pour les visiteurs c'est d'explorer la forêt d'Arendelle et d'avoir un point de vue aussi sur tout le royaume. Il s'agit d'un family coaster, alors vraiment très family coaster, c'est un des coasters les plus courts de l'histoire des parcs Disney, vraiment très familial. Cette attraction elle a été construite par Hawken justement à l'occasion de cette célébration de la neige en été. À l'origine ils avaient même envisagé de faire un flat ride pour cette attraction pour reproduire l'univers d'une patinoire et donc je suis un peu déçu parce que je pensais qu'il y aurait quand même une partie un peu dark ride dans cette attraction, mais pas du tout. Il y a juste deux petits audio animatronics un peu figés au tout début du parcours avec Sven et Olaf qui lui donnent une carotte pour avancer et pour en fait tracter le véhicule vers le haut de la colline. Et ensuite, voilà le ride qui offre un très beau point de vue, c'est vrai, sur Arendelle. Mais surtout, ne clignez pas des yeux, ça dure quelques secondes. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette attraction. Il est normal que dans la création de land de cette ambition, il y ait souvent une grosse attraction principale, tout public, grand public, voire sensationnelle. Et à côté, comme dans le Wizarding World, vous pouvez avoir une attraction un peu plus familiale. C'est le cas de l'attraction Hippogriffe dans le Wizarding World. Dans le cas de Hong Kong Disneyland, il y a très peu d'attractions, il y a très peu de possibilités d'extension. Le cas de Hong Kong Disneyland est très particulier. C'est un parc qui est en phase de relance, qui a très peu d'attractions. C'est un des plus petits parcs Disney du monde. Donc eux, ils n'ont pas de family coaster, ils ont même très peu de coasters tout court dans ce parc. Donc voilà pourquoi à mon avis ils ont ajouté ça. Et enfin, vous avez là aussi un divertissement que nous on n'aura pas à Disneyland Paris, mais enfin on l'a déjà en quelque sorte puisque c'est au Art of Animation qu'on peut l'apercevoir dans un autre esprit avec une autre histoire, mais c'est tout de même à peu près le même principe. Une attraction qui s'appelle Playhouse in the Wood. Donc c'est au milieu de la forêt d'Arendelle, dans un chalet. Et ben Elsa et Anna vont nous rejoindre pour nous raconter un peu des histoires. C'est une sorte d'expérience un peu mystique, une sorte de plongée dans les contes européens. Il y a une sorte d'initiation aussi aux éléments, aux esprits de la forêt. C'est une façon d'approcher les personnages, à mon avis sans trop attendre. Et donc je sais pas si c'est ça en fait qu'on va avoir dans le World of Frozen, au niveau du château d'Arendelle. Est-ce que ce sera le show identique? Est-ce que c'est le show qu'on a déjà au Art of Animation qui serait déplacé à l'intérieur du château? Ou alors est-ce que c'est simplement un espace de rencontre? Là, c'est un peu flou, je vous avoue, et j'attends d'en savoir plus, et peut-être que certains d'entre
d'entre vous, vous savez un peu mieux, donc n'hésitez pas à dire en commentaire. Donc voilà pour les images du World of Frozen qui sont absolument magnifiques et surtout de nuit. Et donc évidemment, le World of Frozen pour moi c'est un excellent ajout à Disneyland Paris. J'ai très hâte de voir le Walt Disney Studio une fois qu'il présentera notamment cette nouveauté. C'est familial, c'est un retour donc au boat ride avec des audio animatronics. Il est difficile pour moi de vous dire que c'est pas une attraction dont je n'ai pas envie à Disneyland Paris. Alors oui, c'est une attraction qui a déjà un certain nombre d'années. Oui, on a une version plus petite du land, mais moi je me mets à la place du public qui vient que à Disneyland Paris, qui n'a pas l'habitude de visiter les autres parcs Disney, qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe sur le reste du marché. C'est pour moi une nouveauté qui va attirer les foules. Et quand j'ai pour la première fois fait Frozen Ever After, j'en suis ressorti avec un peu plein d'étoiles dans les yeux, parce que le classique d'animation reprend forme sous vos yeux de manière assez fidèle, je trouve. Donc pour moi, c'est quand même un très bel ajout, un très beau land qui va enfin un peu redonner de charme au Walt Disney Studio qui est quand même très bétonné. Et j'ai très hâte de le découvrir, à Disneyland Paris notamment, et peut-être un jour, qui sait, aussi à Hong Kong Disneyland. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!